de partager ça, voilà. Donc c'est un exemple, juste pour rebondir sur le vin, Mmh. mais l'expérience, digitale, je trouvais un tout petit peu réducteur le fait que ce que tu disais sur, le fait que le global cherche le prix. En fait, le digital, les acteurs du digital, si vous pensez Google, Apple, Facebook, Twitter, maintenant les nouveaux, Netflix, Airbnb, Uber, Tesla, ils sont avant tout très centrés sur le client. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution industrielle liée au digital. C'est comme on a eu la première révolution sur l'imprimerie, la deuxième sur, au début, fin 18e, avec les moteurs, avec la vapeur, puis l'essence. On ne peut pas dire que le digital est une troisième révolution. C'est une révolution qui n'est pas aussi créatrice d'emplois. Elle en détruit autant, on voit bien Uber avec les taxis, mais elle est aussi une opportunité de repenser complètement la relation. Et avant tout, le digital permet de passer d'une industrie, enfin, au global, au sens large. On a des produits, c'est la qualité du produit qui doit attirer les clients, avec un peu de marketing, avec les 4 P, comme tu dis, autour. Mais avant tout, c'est le P du produit qui est, je suis centré produit, que ce soit un constructeur automobile avec sa voiture, un restaurateur sur son plat, En ma sachant que je chambre suis pas d'hôtel. trop pour les 4P, hein, justement, c'est ce Oui, que je dis. oui, C'est qu'il faut tu dis que oublier tu, cette voilà. technique-là. Et après, tu as, enfin, le digital, c'est être ce qu'on dit user-centric, donc Mmh. complètement concentré sur le consommateur. Donc oui, un des premiers critères pour attirer, c'est le prix. Mais avant tout, c'est de repenser complètement Voilà. l'expérience et d'avoir Ouais, une ouais. stratégie Mmh. sur l'expérience. Et ces gens-là ont compris un truc, c'est que l'expérience, c'est pas l'expérience au moment où j'ai la fourchette dans mon plat ou quand j'ouvre la porte. L'expérience, elle commence bien plus tôt et elle finit bien plus tard. Et c'est comment, avec le digital, en le mélangeant avec l'expérience physique, pour créer un parcours, on parle toujours dans le digital d'expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, les stratégies aujourd'hui des entreprises et celles qu'on dit transformation digitale, donc tous les gens qui ont des façons de penser, une façon de faire et d'attirer le client, repensent complètement cette expérience utilisateur. On appelle ça la transformation digitale. Et on le voit dans Mmh. tous les secteurs. Oui, transformation qui peut être aussi transfiguration, c'est-à-dire que d'un stade à l'autre, il peut y avoir contentement ou déception. C'est Nous, ça. on a souvent, enfin, les chercheurs qui travaillent sur l'expérience distinguent souvent 4 étapes. La préfiguration de l'expérience, vous êtes chez vous et vous vous projetez sur l'hôtel ou la table où vous allez vous rendre. Ça, c'est la préfiguration. Ensuite, il y a le phénomène de configuration. Vous arrivez sur les lieux, hic et nunc, et vous dites, est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre, au moment où j'arrive, est conforme ou non à ce que j'ai prévu de vivre. Il y a conformité ou non entre la préfiguration et la configuration. Et ensuite, vous êtes sur place et vous allez ressentir des choses. Vous allez avoir des impressions, des émotions. Et ça, c'est tout un phénomène de figuration. Les anthropologues de la communication parlent de cette notion dramaturgique de figurer, de faire bonne figure. Et donc, tout le théâtre qui se met en scène autour de l'expérience vécue à l'hôtel, à table, dans la restauration. Et puis, le phénomène dernier, la dernière séquence, évidemment, celle de la restitution et de la reconfiguration de l'expérience. Vous voyez, on travaille beaucoup autour du radical figuration, puisque l'idée, et c'est ce que vient d'évoquer Pascal aussi, c'est de donner à l'expérience une forme. Et il faut voir que cette forme qu'on intègre et qu'on incorpore est souvent programmée par ce qui circule dans les médias. Hein, j'y reviens avec insistance, pardon, mais c'est ça aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ça vient de mes lectures. Ah ben, j'ai lu Brillat-Savarin, j'ai lu les historiens de la gastronomie, et ça m'a nourri, ça m'a fortifié. Mais aujourd'hui, le rapport, il est beaucoup moins construit par des questions érudites et par des savoirs que par des images, d'une certaine manière. Le rapport, il est beaucoup moins au texte qu'aux images et même aux signes. Tout à l'heure, je parlais de sémiurgie, c'est-à-dire de la capacité qu'a le consommateur aujourd'hui de manipuler aussi ces signes. Alors, je reviens à Pascal parce que je crois que tu travailles aussi sur une chose qui est importante. Il y a tellement d'informations qui circulent, on parle de TripAdvisor, qu'il y en a beaucoup qui sont aussi bidons. Mm. Parce qu'on est aussi dans un phénomène de classement permanent. Hein, il faut classer. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai tapé hier soir en préparation de cette table ronde bon restaurant à Tours. Vous ne voyez pas de restaurant apparaître. Hein.
vous voyez pas de restaurant à panne. Vous voyez apparaître les sites, hein, des généralistes qui vous renvoient ensuite et qui établissent des classements. Donc c'est bizarre parce que si je tape par exemple master ou lycée, on va pas me mettre évidemment un moteur global, tandis que je vais trouver un master de communication, d'histoire, de sociologie, tandis que là, d'une certaine manière, et ça correspond à ce que tu dis, Rémi, c'est-à-dire finalement l'effacement de la vitrine elle-même. Qu'est-ce qui fait vitrine aujourd'hui? C'est même plus le lieu où je vais me rendre. C'est plus lui qui sert de vitrine. C'est évidemment ces sites globalisants qui me renvoient non seulement à un bouquet d'adresses, mais à des classements. Et alors là, est-ce qu'il faut y croire? Complètement. Enfin, il faut complètement croire au fait que toute cette transformation digitale est basée complètement sur la donnée. On le voit bien sur un acte. Les gens, comme ton application, c'est finalement, j'ai envie d'avoir une information, une bonne information. Et effectivement, on commence à le sentir. On a vu récemment, c'était France 2 qui a fait un test avec TripAdvisor, où ils ont inventé un resto à Paris qui s'appelait le Béret Rouge. Et bah, c'est les gens de France 2 qui ont ranké eux-mêmes. Et ils sont montés en 2 semaines 108e resto à Paris. Voilà. Donc, un restaurant qui n'existait pas. Hein, qui n'a jamais existé à Montmartre. Ils avaient pris un bail qui était en vacances et ils y sont. Voilà. Donc, et personne n'a validé. Après, ils ont poussé un peu le bûchon. Ils ont envoyé à TripAdvisor un commentaire comme quoi ils n'avaient pas vu le resto et qu'ils demandaient validation. Quoi. Et silence. Donc, il y a des chiffres officiels en France, DGCCRF, qui dit que 45% des avis sont frauduleux, sont faux, 45% en France. Alors, il y a des normes comme l'AFNOR qui se mettent en place, où il y a des sites comme Page Jaune et d'autres qui viennent pour pouvoir montrer qu'eux, ils suivent une charte d'éthique. Pour rebondir sur ce que tu dis, Pascal, c'est vrai qu'à peu près 30% ou 40% des sites d'avis de consommateurs aujourd'hui sont faux. Et si vous voulez, il y a un débat que je trouve très étonnant, moi par exemple, au niveau de la gastronomie, c'est de dire, mais quand un consommateur vient dans mon établissement puis prend une photo de plat, je veux pas qu'il la diffuse, moi chef. C'est-à-dire que d'un côté, vous savez que 30%... Il y a un nom pour ça. Alors, c'est le hashtag, effectivement, qui permet après de diffuser la photo, mais c'est d'un côté, la profession dit, mais moi, je suis contre les sites d'avis de consommateurs parce que 30% sont faux, donc on nuit à ma réputation. Et puis d'un autre côté, quand le vrai client est dans le restaurant, qui vit l'expérience, qui prend la photo, puis qui veut la publier, puis la faire partager à ses amis, on lui interdit. Exactement. C'est irréel. C'est-à-dire que, alors que justement la photo, Instagram, Facebook, Twitter, c'est des leviers numériques pour reconquérir le consommateur en direct. Voilà. Donc, je parlais du parcours qui mélangeait le digital et l'expérience. Et ce qui est important finalement, c'est que quelqu'un qui allait au resto doit avoir le droit de pouvoir le faire. Et effectivement, ce qu'on veut, c'est que des gens qui ne sont jamais allés dans ce restaurant, on puisse au maximum écrémer et ne pas avoir à faire de la médiation là-dessus pour rendre crédible. Donc, on est déjà dans la parade, sur que ce soit les globales, ce site web de toute façon aujourd'hui, ce qu'on voit nous au travers le paiement, la demande de nos clients, et c'est ce qu'on met en place en ce moment, puisque ma société est un acteur de paiement, qui est finalement ce qu'on appelle le point de vérité, quoi, hein, le seul. En fait, du moment où vous avez payé dans un restaurant, on a une preuve que vous êtes venu dans ce restaurant. Et donc, ça vous donne un jeton, un droit de venir donner sur un site un commentaire. Ça, c'est des choses qui se mettent en place. Et du coup, ce débat, si ce genre de technologie se développe, permettra aux acteurs de légitimer complètement leur discours. Et ce débat et cette lutte qu'on a aujourd'hui, cette lutte vers la transformation, il y a déjà ce genre de parades qui sont en train d'arriver et ça va encore amener du nouveau. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est comment capter le client de façon passive, c'est-à-dire c'est le point d'entrée, il commence là au niveau des sites web, on voit ça de plus en plus. La tendance maintenant, c'est, comme je disais, c'est de repenser complètement la relation client et d'être proactif. On s'aperçoit que de plus en plus, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de la donnée. Ils ont de la donnée et avec cette donnée, ils vous profilent finalement. Même si c'est statistique, même si
derrière, ils vont pas savoir que c'est moi personnellement, j'aime tel genre de restaurant, mais ils savent que globalement, ils ont et plus que le prix, comme je dis, qu'ils sont customer-centric, comme ils sont centrés clients, toute la stratégie de tous ces acteurs du digital est basée sur la connaissance client. Donc, de mettre des analyses en ce qu'on appelle les data analytics ou le big data, mais c'est de récupérer ces données pour extraire, profiler, qualifier des profils utilisateurs de plus en plus précis pour faire des choses comme vous voyez quand vous achetez sur Amazon, où finalement, depuis vos habitudes de conseil, de consommation, ils sont déjà en capacité de vous amener des produits qui finalement peuvent être pertinents. Et on va le voir dans la restauration, sur ces sites-là, sur les hôtels, on va avoir ces recommandations de plus en plus profilées, qualifiées. Et il y aura une nouvelle économie qui va se passer là-dessus. Et je donne un autre exemple où je reviens plus sur une expérience digitale. Alors, c'est toujours un peu difficile de parler de ce cas-là, peut-être, quand on parle à l'université François Rabelais, la gastronomie. Mais on a, vous le savez peut-être, chez McDonald's en France, ils ont mis en place des applications mobiles et des kiosques pour pouvoir acheter son McDo avant ou surtout de pouvoir faciliter l'acte d'achat et de passer le moins de temps possible à la queue. Et ça, c'est une transformation digitale complètement repensée par McDonald's. Et vous savez, à la base, l'expérience utilisateur, donc ils ont fait plein d'enquêtes pour voir qu'effectivement c'était le problème chez McDo, c'était on voulait accélérer, donc pouvoir acheter. Et eux, finalement, leur problème derrière, c'est que on y va, mais on ne connaissait pas. Ils ne nous connaissaient pas. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle CRM, base de données clients. Mais à partir du moment où vous avez une application mobile, on rentre un compte. À partir d'un compte et une transaction de paiement, on commence à avoir des données parce que finalement, on sait votre fréquence. Voilà. Et toute la stratégie digitale, c'est de pouvoir avoir repensé comment j'amène les gens dans mon magasin, comment je vais faire repenser pour le client l'acte d'achat et son parcours. Comment après, avec l'application, éventuellement, il va pouvoir noter, mais surtout, comment moi, je vais récupérer de la donnée et mieux connaître mes clients. Samuel, vous qui êtes en phase d'application, ça vous donne pas le vertige, tout ça? C'est-à-dire, il faut intégrer toutes ces dimensions. Non, au contraire, c'est autant de challenges et d'opportunités. Donc, on est, voilà, moi, je suis aussi très partisan d'échanger des données. L'objectif derrière tout ça, c'est, encore une fois, permettre aux professionnels qui n'ont pas les moyens d'un McDonald's, justement, de pouvoir être un acteur concret dans cet univers digital, parce que s'il ne l'est pas, comme tu dis, Rémi, toute sa marge opérationnelle sera pompée par d'autres acteurs qui seront de plus en plus indispensables à sa propre activité, quoi. Il y a un élément, enfin, en tout cas, je ne voudrais pas laisser simplement le sentiment que les acteurs du global vont s'en sortir. Je crois qu'il faut réimaginer tous les points de contact qu'on peut avoir aujourd'hui avec son propre consommateur. Hein, on a parlé de l'expérience, mais il faut surtout parler du parcours d'achat et de client et comment je fais avec ma propre marque officielle pour la réinsérer à travers la totalité des points de contact. Le CRM va en faire partie. Vous savez, souvent, moi, quand je vais dans des restaurants, on me dit non, mais vous inquiétez pas, c'est ma femme. Alors, effectivement, le CRM, c'est un logiciel dans lequel il va insérer la fiche d'un client avec son profil. Et en l'occurrence, on va y associer ses habitudes d'achat pour arriver à l'associer après à un groupe de données de clients pour pouvoir analyser les segments et le type d'habitudes d'achat qu'on peut avoir sur cette clientèle en question. Concrètement, demain, quand on va faire un emailing auprès de sa clientèle, si on a une base de données de 10 000 personnes, on ne va pas envoyer le même message à 10 000 personnes. On va dire pour la clientèle famille, c'est plutôt ce message-là. Pour la clientèle affaires qui vient plutôt de Belgique, c'est plutôt ce message-là, etc., etc. C'est à ça que sert le CRM aujourd'hui, d'entrer dans une relation très forte. Et pour revenir à ce que je disais, la dynamique, c'est vraiment de partir du principe que les points de contact doivent être réinventés et que dans ces points de contact qui doivent être réinventés, je comprends que dans la notion de l'art de recevoir, on part du principe que l'art du recevoir doit avoir une relation physique. Oui, elle a une relation physique. Au moment où je pousse la porte d'un établissement, j'ai envie d'être accueilli, j'ai envie de voir un sourire, j'ai envie qu'on me prenne la chaise, qu'on me pousse, qu'on me propose la carte, enfin, des quantités de choses. Mais avant ça, il y a des tas de choses qui se passent chez le consommateur. Et que l'accueil, il est obligé d'être réfléchi dans des outils numériques ou des parcours d'achat
qui, eux, deviennent numériques. Et c'est là où la profession doit réagir. Aujourd'hui, un petit hôtel-restaurant doit avoir un CRM. Moi, quand j'allais dans un établissement, c'était l'exemple que je parlais tout à l'heure, souvent le chef me dit « Non, mais ma femme connaît tous les clients. » Je dis « Bravo, formidable. Je trouve ça fantastique. » Mais en règle générale, on a peut-être envie de se dire « Est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre des manières de dire est-ce que ce client-là préfère pas plutôt le Bordeaux que le Bourgogne, et qu'au moment où le sommelier aille au devant de son client, lui dise, cher monsieur, la semaine dernière, vous avez pris un meursault quand vous êtes venu chez nous, et je vous propose aujourd'hui de découvrir une autre région. Et c'est là où l'art de recevoir prend du sens, dès lors qu'on vient le codifier avec du numérique. Parce que l'information numérique commence à être utile au sein de l'établissement parce qu'elle se transforme sous un système de big data. Et de cet état d'esprit, eh bien, on peut inventer des nouveaux codes d'accueil et d'avoir des relais demain sur comment faire évoluer aussi la profession. Oui, ce que tu disais dans le besoin des personnes, c'est la reconnaissance. Et dans ce parcours, à chaque fois, un des exemples clairs que je vois dans une banque, chez un concessionnaire automobile, un resto, c'est au moment où je ouvre la porte, je veux savoir qui c'est et lui dire bonjour monsieur. Et ça c'est stratégique. On est déjà, l'acte d'achat, l'acte de venir a été déjà, on en a parlé avant. Là, je suis en train de rentrer et là, pour la customisation, la relation client forte, il faut que je sache qui c'est. Et ça, c'est des technologies qui sont tout à fait disponibles et sur lesquelles on n'a pas besoin effectivement d'être un acteur global pour arriver. Mais il faut avoir créé, repenser ce canal pour pouvoir arriver à ce moment-là à reconnaître la personne parce qu'elle a son smartphone et aujourd'hui on voit bien le NFC arriver, ce genre de choses qui vont permettre d'identifier la personne au moment où elle arrive et de la relier avec mon CRM. J'ai ma tablette qui me sert au vin, mais peut-être aussi à revoir finalement qui est en train d'arriver et de lier tout ça complètement. Donc il y a vraiment une réinvention du système d'information dans la restauration, je pense. Donc pour avancer un petit peu, on va vers des phénomènes malgré tout de réappropriation. Par exemple, pour ce que tu évoques, Rémi, du côté du consommateur, du côté du restaurateur lui-même, là où finalement les grands fournisseurs de données se sont réappropriés le marché. On voit qu'il y a donc des choses qui touchent la réappropriation, la réincarnation, la reprise en main du consommateur lui-même par rapport à... Je donne un exemple. On pourrait très bien imaginer que le restaurateur, effectivement, se réapproprie pour une part l'information sur ce qu'il fait, sur l'univers qu'il a envie de créer, et qu'en même temps, il renvoie peut-être à des ateliers cuisine ou un certain nombre de choses où on passe d'une donnée purement informationnelle à une dimension plus incarnée qui est celle du geste. Et on peut imaginer qu'il utilise son restaurant pour réunir des communautés d'amateurs de vin, de communautés d'amateurs de plats. Donc du coup, il n'y a plus de contradiction entre un univers digital, certes événementialisé, mais désincarné, et en même temps la capacité du consommateur et du mangeur à revenir à l'expérience directe. Parce qu'on a l'impression que maintenant, l'expérience digitale est si sophistiquée que du coup, le consommateur lui-même est dépossédé de cette propre expérience. Et il ne la vit qu'à travers des écrans. On ne va pas refaire le mythe de la caverne, mais on y est. Et on a envie de lui dire, mais écoute, mon vieux, réapproprie-toi l'expérience. Tu as vu un certain nombre de choses, mais sois attentif au goût, redécouvre un vin, redécouvre un légume, que sais-je. Simplement dans cet élément-là, pardon. Simplement, je crois que dans l'art de recevoir, l'art du geste au niveau du digital est important, mais je crois que c'est surtout que c'est l'art de l'attitude. On manque d'attitude dans le cadre de l'appropriation du digital. Je vous donne un exemple très concret. Je vais dans un restaurant, je passe par une réservation numérique, j'ai en instantanéité sur mon téléphone portable la confirmation de ma table, je suis un consommateur rassuré, je sais que ma table est définitivement réservée. Voilà. Ça, c'est par exemple des gestes du quotidien qui fait que le point de contact de l'accueil, du suivi de la réservation est complètement compris et parfaite par le client. Ça, c'est ce qu'on appelle une attente fonctionnelle, matérielle, qui est couplée avec des attentes immatérielles et non fonctionnelles. Le service, l'ambiance, l'atmosphère, la qualité d'ensemble. Pascal, il y a peut-être une observation. Et ensuite, on passera à la salle. Pour répondre sur cette notion de réappropriation, ce qui est important dans ces informations digitales, c'est la notion d'écosystème. Parce qu'effectivement, seul, vous parlez de la caverne, on ne s'en sort pas par rapport au global. Donc, qu'est-ce que je fais si je connais
que cet utilisateur, ce consommateur, est membre d'Epicurium. Comment finalement j'accède à la communauté Epicurium? Comment je vais pouvoir réfléchir ça? Sur le vin, c'est pareil. C'est voilà, comment je vais pouvoir faire le lien ou vers d'autres restaurants ou si je suis dans une hôtellerie aussi. Vous avez aimé cette expérience? Comment on pourrait raisonner ensemble en réseau et diffuser cette info pour ensemble être plus fort? Donc réfléchir à l'appartenance à des communautés de la personne. Donc c'est pas tant avoir son nom, son email, mais vraiment dans le digital, ce qui est important, c'est d'amasser un maximum d'informations sur la personne et notamment du coup d'avoir accès à des profils, à des écosystèmes et donc réfléchir sur l'écosystème et comment on va attirer des écosystèmes. À un moment donné, on a réussi à attirer ce monsieur dans le restaurant. Finalement, c'est peut-être pas pour rien et d'arriver via les datas à comprendre pourquoi pour essayer de répliquer, pour essayer de croître et finalement de générer du succès vers des communautés qui nous ressemblent et qui sont sensibles finalement à notre proposition de valeur. Donc en amorce de conclusion, on pourrait dire qu'il faut concilier les plateformes dites transactionnelles avec une forme d'éthique relationnelle qui respecte le consommateur, qui respecte les acteurs, qui respecte le travail. Et on n'est plus dans une tension contradictoire absolue entre les différents univers. On arrive évidemment à entrer dans l'écosystème qui vient d'être décrit. Merci. Je me tourne maintenant vers le public pour savoir s'il y a des questions. Ici. Oui. Bon. 20 petites minutes. Je Bonjour. sais pas si vous avez le micro. Ici, en face. Très bien. Bonjour, je suis Alain Sadirac, professeur de marketing qui enseigne encore les 4P. Alors, je suis très gêné par le début de présentation où il y a une présentation, une opposition hôtellerie et restauration. Je me permets de rectifier que la situation n'est pas du tout la même. En hôtellerie, on est à peu près à 80-85% de réservations qui passent par Internet. En restauration, moi j'ai une stat qui me dit que globalement, seulement 25% des réservations passent par Internet. Donc la situation est complètement différente. Donc quand vous dites qu'en restauration, il y a 56% qui passent directement chez le restaurateur et que c'est encourageant, pour moi, c'est moyennement encourageant parce que c'est 56% des 25% qui réservent sur Internet. Si je peux me permettre, j'ai interrogé les consommateurs, je n'ai pas interrogé les hôteliers-restaurateurs. Oui, c'est-à-dire que quand j'interroge le consommateur en lui disant quel est le canal de réservation que vous préférez, il m'explique qu'à 56%, il préfère passer par le site officiel, à 34% par les deux, et à 10% par une plateforme de réservation en ligne. Donc, je suis exactement en train de dire la même chose que vous? Non, pas du tout. On ne dit pas la même chose. Parce que vous interrogez le consommateur qui réserve par Internet. Ce n'est pas la même chose. C'est le cas de l'étude? Oui, sauf que pour faire la comparaison avec l'hôtellerie, puisque vous avez commencé comme ça, il n'y a que 25% qui réservent par Internet en restauration. Donc, je le dis à l'envers, il y a 75% des consommateurs qui ne passent pas par Internet pour réserver le restaurant. Et ça, c'est une situation, ça veut dire qu'effectivement, il faut absolument développer le digital et la réservation par Internet et le digital dans la restauration. Il y a un boulevard, effectivement. Mais après, je voudrais finir ma démonstration. Parce que je n'ai aucune action chez Booking, j'insiste beaucoup, mais attention quand même, ce bashing qu'il y a sur Booking et les collègues, moi je la trouve très dangereuse, parce que, attention, première chose, pourquoi les consommateurs vont chez Booking? Si ça marche si bien Booking, c'est bien parce que ça répond aux attentes des consommateurs. Et le consommateur, il va sur Booking. Pourquoi? Parce qu'il a une plateforme excellente, mais excellente. Au niveau technique, c'est excellent. Il a toute la comparaison de tous les hôtels. Quand vous allez directement sur un hôtel, vous ne voyez que l'hôtel. Vous allez sur Booking, vous pouvez faire de la comparaison. Donc ça,
pourquoi ça ne marche pas justement? Enfin, pourquoi? Est-ce que je peux réagir par rapport à Juste, je voudrais finir. Donc, ça veut dire que au niveau du resto, quand les réservations en ligne vont se développer dans la restauration, attention, elles vont se développer au travers du global, comme vous dites, c'est-à-dire des agences en ligne. Alors ensuite, je termine. Sur Booking, par contre, là, je suis désolé, mais il y a eu une erreur. Je travaille avec Booking, hein, dont je connais bien. Booking transmet les noms. L'adresse email est codée, c'est vrai, mais on a le nom et l'adresse des clients Booking. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Pour répondre d'abord la première notion des études, pour que je sois parfaitement clair, c'est uniquement les clients réservant par Internet. Hein, c'est pas la totalité. Si je reprends la notion de la question, c'est pas évidemment la réservation par téléphone. Il y a encore un boulevard ou simplement le client qui passe devant la porte du restaurant. Pour répondre à votre deuxième élément, qui est de dire Booking aujourd'hui est une plateforme de qualité et permettant de réserver, je vous rejoins complètement sur le fait qu'ils ont une avance technologique qui est plus importante que n'importe quel acteur aujourd'hui. Je voudrais quand même rappeler que la notoriété de Booking ces 10 dernières années, elle s'est faite par l'achat de la marque des hôtels et des restaurants. C'est-à-dire que quand vous vous appelez l'hôtel Domini La Tour, quand vous signez un contrat avec un portail de réservation comme celui-ci, l'hôtelier-restaurateur lui autorise à acheter la marque de son établissement. C'est-à-dire que vous avez un détournement complet de la marque des hôtels et des restaurants qui s'est organisé sur ces 10 dernières années, ça s'appelle du brandjacking, et qui fait que la notoriété de Booking n'est pas montée par rapport à la valeur ajoutée qu'ils ont créée au départ, mais par rapport au fait qu'ils ont détourné la marque des hôtels et des restaurants. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle, à chaque fois que vous contractez avec, effectivement, ces portails de réservation en ligne, vous vous apercevez qu'au final, même un client qui cherche votre propre marque, eh bien, il va aller avoir des achats de mots-clés qui vont détourner l'établissement. Je donne un exemple très concret. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous allez dans une boutique que vous voyez en face avec une porte, et puis vous dites, tiens, je vais aller acheter des ustensiles dans ce magasin. Et puis au moment où vous poussez la porte, vous avez un homme sandwich qui arrive devant vous avec une grande pancarte et qui vous dit, non, passez par la porte de derrière, vous verrez, ça coûtera 30% moins cher. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que consommateur? Vous passez par la porte de derrière. Et cette porte de derrière, elle coûte 17% parce qu'on a détourné la marque de l'établissement. C'est ça aujourd'hui le commerce numérique. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal. Je le vois aujourd'hui sur les 1500 établissements qui sont chez nous, tous sont chez Booking. 35 à 40% des réservations passent aujourd'hui par ce type de portail de réservation. Ce qui m'intéresse, c'est créer des alternatives qui créent de la valeur pour le consommateur, qui permet de rééquilibrer les canaux de distribution. Parce que moi, je ne laisserai pas la profession tenue en laisse par quelques acteurs. Donc là, si vous voulez, mon point de vue, il est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque, elle a de la valeur dans une entreprise. Et on ne peut pas imaginer de se dire que demain, le monde va être globalisé, quel que soit l'univers dans lequel j'évolue. Ce n'est pas possible. Vous regardez qu'aujourd'hui, les communautés sont en train de se transformer en tribus, voire en clans. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est un peu cette sensation que j'ai sur le fait de dire il faut absolument construire des alternatives. Je ne suis pas en train de dire il faut aller contre, je suis en train de dire il faut construire des alternatives. En revanche, je vous rejoins. Et pardon, vous avez raison, seulement l'email est crypté et pas le nom et le prénom aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Alors, au premier rang. Oui, on peut descendre le micro, s'il vous plaît? Avec un blog. Bon, moi, je suis un chroniqueur de gastronomie. Mon nom est Nicolas Drabaudy. Je travaille pour le site internet des Anciens du Monde, sled.fr. Et je voudrais savoir l'influence de TripAdvisor sur le public. Hein. Est-ce que vous pouvez la chiffrer? Est-ce qu'il y a des catégories de restaurants qui sont privilégiées par les lecteurs, par les auditeurs, par le public? Moi, cette année, l'année dernière exactement, TripAdvisor a consacré l'Ameloise, restaurant 3 étoiles de Bourgogne, à 10 km de Beaune, comme meilleur restaurant du monde. J'y suis allé un mois après. Ça avait une influence de à peu près 10% de clients. 10%. Pourtant, meilleur restaurant du monde, vous imaginez. Hein. Donc, ça avait 10% et quelquefois, c'était plus proche de rien que de 10. Vous voyez? Donc, quel est votre point de vue, messieurs, sur l'influence de TripAdvisor? Bon, moi, enfin, je pense que ce sujet de l'award, enfin c'est peut-être pas leur
leur grosse activité, c'est pas là où ils ont leur influence. Je pense qu'ils s'essayent. Et finalement, dans le digital, pour eux, hein, je pense que c'est, voilà, à un moment donné, ils tentent des choses. Ça, je suis pas sûr que ça soit ça qui influence. Par contre, c'est un canal qui est utilisé dans les trentenaires très naturellement. Là, voilà, c'est la facilité d'utilisation. Voilà, on doit aller au resto, on va pas chercher. C'est de la masse, c'est du global. Donc leur créneau, c'est la masse. Après, c'est encore une fois du digital, donc il faut pas s'étonner à ce qu'ils lancent des choses. Comme ils ont plein de données, comme ils commencent à profiler, bah, ils tentent des trucs. Ils voient, tiens, bah, maintenant on va savoir ça. Donc peut-être on va peut-être tenter une influence. Et puis ce coup-là, ça marche pas. Mais d'autres vont marcher. Mais parce qu'ils sont en permanence, parce qu'ils ont plein de données, en train d'être capables de faire des analyses pour peut-être savoir quelque chose que les autres ne sont pas. Et aujourd'hui, on peut s'améliorer à leur vitesse uniquement si on en sait autant qu'eux. Et c'est ça qui est différent. C'est qu'ils peuvent changer de direction, ils peuvent tester des trucs. Voilà. La perception de TripAdvisor que j'en ai, c'est que d'abord, TripAdvisor vient de racheter la fourchette. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'avis de consommateur et j'ai le logiciel de réservation de table. Et je suis en train de tout agréger entre où je trouve un restaurant, comment je le réserve et comment je repartage mon expérience sur ce thème en question. La décision est très importante de TripAdvisor, elle est presque même très intelligente sur le fait d'associer à la fois l'avis de consommateur et l'outil de réservation en ligne. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec TripAdvisor ? J'ai la perception aujourd'hui qu'avec leur fameux certificat d'excellence, c'est les chefs et les hôteliers qui sont en train d'encenser la marque. C'est-à-dire quand ils reçoivent l'email avec la pancarte, ils se mettent dans Facebook dedans avec une photo dessus et disent « regarde la note que j'ai ». C'est-à-dire qu'il y a tout un système de communication qui est en train de se mettre en place, y compris des chefs qui deviennent étoilés ou distingués, toqués ou avec des notes correspondantes, qui sont en train de mettre en avant tout ce système de notation qui est basé sur quand même quelque chose de louable. C'est les avis de consommateurs et parmi ces consommateurs, 70% des avis sont vrais. Mais en l'occurrence, tout le système est en train de porter parce qu'on a une méconnaissance. Vous recevez un prix, bah vous êtes content, vous l'exposez, vous le partagez avec vos amis. C'est ce système-là qui est en train de s'implanter. Et si on ne réagit pas dans les 3, 4, 5 années, c'est la raison pour laquelle je vous dirais qu'il y aura, comme dans le GAFA, que quelques acteurs dans l'hôtellerie et la restauration qui resteront. Alors, dernière chose, le Michelin vendait en 1999 600 000 exemplaires. Hein, premier livre vendu en France, la Bible, 600 000. L'année dernière, chiffre officiel, 128 000 exemplaires de vente. Mais la direction générale du Michelin, et M. Michael Ellis, directeur général, il dit qu'avec leurs applications iPhone et tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont autant de contacts. En d'autres termes, Michelin est aussi puissant maintenant par Internet et par leur site que quand c'était uniquement du papier. Et le papier ne mourra jamais puisque c'est l'ADN du guide et que le Michelin ne représente dans le groupe mondial de pneumatiques que 0,5%. Donc, le Michelin ne mourra pas. Voilà. Non, il ne mourra pas. Mais la question qui se pose aussi, c'est celle de la légitimité. Je pense que Michelin, dans la source écrite, avait en quelque sorte une préséance. Là, Michelin, évidemment, va étendre son rayon d'action avec le numérique, mais il entre dans un domaine fortement concurrentiel. Et l'idée, c'est de voir si précisément la marque Michelin, dans cet univers concurrentiel du numérique, vous voyez, combien elle pèse. Puisqu'on disait tout à l'heure, non seulement les discours circulent, mais certains prennent davantage que d'autres, voix au chapitre. Dernière chose, je m'excuse de ne pas dire. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, a reçu cette année les gens du Michelin et 500 personnes au déjeuner pour la proclamation du guide et le soir pour une réception. Il y avait donc 700 personnes reçues par le ministre des Affaires étrangères. Donc, le président de Michelin Monde, il a parlé à Laurent Fabius. Donc, ce qui prouve l'implication de l'État français, et j'en suis extrêmement satisfait, dans le tourisme, la vocation culinaire de la France et la distinction des établissements, un peu moins de 9000 dans le guide annuel. Vous voyez, donc là, il y a une participation de l'État qui est assez louable, puisque Laurent Fabius vous dit qu'il veut 100 millions de touristes, alors que nous en avons 84 d'ici quelques années. Et pour nous qui sommes français, qui défendons l'art de manger, je pense que pour une fois, l'État a conscience de ce que dit dire l'art de manger et l'art de voyager en France. Voilà. Merci.
Peut-être une remarque très cursive de Rémi et une dernière question. Ouais. Sur la notion du Michelin, c'est à peu près 2 millions de connexions par mois aujourd'hui qui fait le site internet, qui est quand même quelque chose de très qualitatif. Le Michelin, il continuera toujours à exister pour une raison très simple. C'est que le guide Michelin est globalisé dans une marque qui s'appelle Michelin. Et vous savez, quand vous avez une marque et que vous êtes fabricant de quelque chose, et que vous avez imaginé tout un système de distinction qui est porté par des valeurs de l'excellence que sont les chefs aujourd'hui gastronomiques, c'est de la publicité gratuite. Au final, quand vous avez un chef, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, qui fait un article dans les journaux dans lesquels vous avez travaillé et qui dit à chaque fois « je suis 3 étoiles Michelin », la valeur de citer la marque Michelin dans un secteur d'excellence rebondit obligatoirement sur la fabrication des pneus. Donc au final, aujourd'hui, Michelin continuera à le financer parce qu'on fait un parallèle en tant que consommateur entre la qualité du pneu puis la qualité d'un autre côté de la restauration portée par des ambassadeurs d'excellence. Donc aujourd'hui, en revanche, Michelin, et je le vois, a pris une très belle avancée dans les applications parce que leur application est très réussie et très pratique. Et en revanche, on le voit sur les avis de consommateurs, malheureusement, le site internet est encore faible. Et du coup, à côté de l'avis de l'inspecteur, l'avis du consommateur manque un peu pour éclairer le grand public. Une dernière question dans la salle. Ouais, moi, je voulais réagir tout à l'heure à la personne qui parlait de tablette pour savoir quel vin avait mangé mon client, etc. Heureusement, j'ai un petit restaurant au Croisic et heureusement, je me souviens de ce que mon client a mangé 1 an avant, si la femme était enceinte et si elle arrive avec un berceau cette fois-ci. Et donc, c'est aussi notre métier de regarder, de se souvenir et de conseiller. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu, mais heureusement. La deuxième chose, c'est que je voulais savoir si vous aviez des données concernant, parce que nous sommes restaurateurs, on a la passion, le savoir-faire, etc. Mais on fait du commerce et la règle des 4 E, qui n'est pas celle que vous avez dite, mais qu'on m'a toujours rabâché, c'est genre le commerce, c'est l'emplacement, 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 l'emplacement. Je voulais savoir si cette donnée du digital a modifié cette règle d'une certaine façon. Voilà, tout simplement. Et la dernière remarque, qui sera peut-être juste une sorte de question, c'est quel est le rapport du bouche à oreille avec le digital? Parce que malgré tout, je pense que le bouche à oreille est encore porteur, mais et fort heureusement. Et les réseaux qui sont tissés dans une ville, un environnement entre un restaurateur, un hôtelier, un torréfacteur, un marchand de sel, etc., à mon sens, s'inscrit dans le temps et exponentiel. Est-ce que le digital a un rapport avec ça également, quand on parle de TripAdvisor? Je vais laisser évidemment les invités répondre. Je réponds juste à la dernière sur le rapport entre bouche à oreille et le digital. Le digital vous permet d'avoir toutes les petites informations anecdotisées sur les restaurants, donc qui vont servir dans la relation sociale de petits délits d'initiés. On vous demande rarement votre source d'information. Vous dites, tu sais, moi j'ai telle information sur tel resto, il faut savoir que, tu sais, le chef. Donc vous demandez rarement aux personnes leurs sources. Et leurs sources sont évidemment des sources qui viennent de toute cette culture numérique où circulent ces petites informations, là encore, qui vont servir de petits délits d'initié, c'est-à-dire je te donne le scoop, la chose que j'ai. Et donc qui renvoie aussi à un rapport qui est beaucoup plus anecdotisé à tout ce qui se passe. Il est heureux aussi que vous reveniez sur la dimension qui nous tient à cœur, les 4, qui est celle précisément de l'appropriation et de l'incarnation dans le goût. Ce que vous dites renvoie à l'expérience non pas virtuelle, non pas potentielle, mais à l'expérience réelle, incarnée, charnelle, qui est vécue entre différents acteurs de la scène gastronomique. Sur les autres points, et ensuite je voudrais en profiter pour remercier Gérard Cagna. En cœur, à cœur et en cœur avec un H. Voilà. Je vais remercier mes invités, puis je vais être un peu vache avec eux. Je vais leur dire de nous donner le mot de la conclusion aussi. En même temps, si vous pouvez répondre à madame ou si vous avez des éléments de réponse, et si en une formule, on pouvait donner une conclusion. Oui, alors en guise de conclusion, moi je pourrais dire qu'en fait le digital, c'est une énorme opportunité. Donc ça permet d'amplifier le bouche à oreille, ça permet de compenser éventuellement des mauvais emplacements. Ce qui est très très important, si on ne veut pas être mâché ou pris dans ces énormes machines virtuelles qu'on a listées, c'est qu'il faut vraiment travailler sur l'authenticité, sur ce qui va faire votre différenciation, et après la véhiculer à travers les bons vecteurs.
de manière à ce que vous ne soyez pas assimilé à des catégories de restaurants qui n'ont rien à voir avec vous. Donc c'est vraiment là-dessus. Et puis après, de toutes les manières, une fois que vous avez le client qui est venu, c'est vous qui faites le métier. Hein. C'est vous qui allez faire en sorte que le client va revenir et qu'il sera votre ambassadeur à travers cet univers du digital. Merci Samuel. Pascal? Vraiment, pour moi, oui, c'est une révolution. C'est comme il y a eu l'industrie, la voiture. Qui peut dire maintenant que la voiture n'a pas eu d'influence sur la restauration, sur l'accueil? Il ne faut pas s'opposer. C'est l'intégrer. C'est des choses, effectivement, ce que vous avez dit sur l'accueil. Et finalement, le digital essaye de reproduire ça maladroitement par rapport à ce que vous faites qui ne sera jamais inégalé. Mais effectivement, pour un ensemble d'accueil, pour un ensemble, quand on parle de masse, finalement, de volume, cette relation personnalisée répond à ce besoin de reconnaissance. Et le digital est une façon d'améliorer encore ça, d'amplifier sa capacité à personnaliser la relation client et de finalement créer la fidélité. Tout ça, c'est une opportunité si vous prenez le digital comme un moyen de fidélisation de votre clientèle et de relations très intimes. Merci. Rémi, si l'on peut conclure en quelques mots. Oui, bien sûr. Pour répondre à votre question, madame, sur la notion du CRM, je vous rejoins tout à fait et encore heureux que dans le débat d'aujourd'hui, l'art du recevoir, c'est de la relation humaine et qu'on connaît une multitude de choses et plus particulièrement ses clients. Je pars aussi du principe que quand on est un entrepreneur, à un moment ou un autre dans sa carrière, une entreprise, elle se transmet. Et qu'est-ce qu'on transmet quand on vend un fonds de commerce? On vend une marque et on vend une clientèle. Et plus la clientèle, on a eu cette capacité de la rentrée de la donnée auprès de celle-ci pour savoir s'il aime, comme je le disais tout à l'heure, le riz de veau ou le Bourgogne. Eh bien, au moment où vous allez transmettre votre entreprise, vous allez transmettre une valeur qui va, à mon sens, avoir beaucoup plus d'importance parce que justement, la donnée a été imaginée par vous au sein de votre entreprise et pas absorbée par ces acteurs du global dont je parlais tout à l'heure. Si je suis maintenant sur cette notion de conclusion, en disant il y a eu un bouleversement au niveau du numérique, et comme je le disais tout à l'heure, qui fait qu'il y a des gens qui ont été plus vite que d'autres. Évidemment que ces marques-là, qui ont été très très vite, ont à la fois surpris les chaînes hôtelières, les guides gastronomiques, les associations qui permettaient de gagner des clients. Et dans cet élément-là, je pars du principe qu'il ne faut pas se battre contre eux, il faut utiliser les clients qu'ils peuvent apporter. En revanche, il faut avoir cette capacité de maîtriser ces canaux pour les équilibrer, pour qu'ils n'aient pas une position dominante au sein des hôtels et des restaurants. C'est la raison pour laquelle il faut imaginer des alternatives ensemble, unis, puisqu'effectivement, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bien, merci à tous pour votre participation. Merci à nos invités pour leur contribution. Voilà.